qu'il peut encore exister quelque chose qui correspondrait à ce qu'on appelait autrefois la personnalité. Des mots de minuit, bonsoir. Le mot de minuit ce soir, résistance, celle de Jacques Bouvresse par exemple, le philosophe, celle aussi de Félag, l'humoriste qui est actuellement en spectacle à Paris. Manière de voir pour commencer, le philosophe et l'humoriste. Le philosophe, c'est Jacques Bouvresse. Jacques Bouvresse, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes professeur au Collège de France, vous êtes titulaire de la chaire de philosophie du langage et de la connaissance depuis 1995. On va essayer de séquencer ces 30 minutes d'entretien autour de peut-être 4 grands thèmes, quelques repères biographiques. Ensuite, la philosophie que vous avez contribué à poser en France, philosophie analytique, philosophie de la logique, philosophie anglo-saxonne, ce qui n'était pas évident. 2 auteurs qui sont très importants pour vous, qui sont Wittgenstein et Musil. On parlera ensuite de la philosophie aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle doit être, qui doit la faire et comment. Et enfin, on parlera de cet essai que vous avez publié sur Karl Kraus, qui est un pourfendeur de la grande presse. Mais avant ceci, tiré du philosophe et du réel, entretien avec Jean-Jacques Rosa, chez Pluriel, vous écrivez dans ce livre d'entretien avec votre assistant, vous dites ceci: « J'avais déjà dans mon enfance un côté redresseur de tort, un œil assez aiguisé, une aversion instinctive pour la corruption sous toutes ses formes. J'ai sans doute subi là l'influence de mon père qui, sur des questions de cette sorte, était un homme à qui, comme on dit vulgairement, on ne la fait pas. Et dès que je suis arrivé à Paris, en Hippocagne, j'ai très vite été sidéré et révolté par le degré de malhonnêteté et de corruption que peut atteindre le milieu intellectuel et journalistique. Il faut dire que quand on sort, comme c'est mon cas, d'un milieu très populaire, on a probablement tendance à idéaliser de façon naïve le monde intellectuel. On pense que dans le monde des idées, il n'y a justement que les idées qui entrent en ligne de compte et que par conséquent, les choses se passent d'une façon qui n'a rien à voir avec ce qu'on observe ailleurs. Quand on découvre ce qu'il en est réellement, les conflits d'intérêts, les rapports de pouvoir, la vanité, la superficialité, l'opportunisme, le suivisme, le clientélisme, le cumul, le copinage, etc., on tombe généralement d'assez haut. Est-ce que ce que vous dites là, c'est ce qui peut expliquer la radicalité de votre propos et de votre travail philosophique ? C'est toujours difficile de trouver l'explication unique. Parce que c'est une piste en tout cas. Mais oui, c'est sans doute un élément qui a joué un certain rôle. Je pense d'ailleurs qu'il y a une certaine analogie de ce point de vue entre mon cas et celui de Pierre Bourdieu, qui sortait d'un milieu assez comparable et qui, je crois, a connu le même genre d'expérience. On en a parlé assez souvent. C'est un fait que quand on sort d'un milieu populaire, on a une version, on a une idée terriblement idéalisée du milieu intellectuel. Et vous tombez de haut. Ah oui. Et à votre place, la semaine dernière, il y avait Jack Ralite, qui est un fou de la citation, ce que vous êtes un peu aussi. Oui. Et Bourdieu qui dit que quand on vient des milieux tout à fait populaires, on a tendance à en rajouter, parce qu'on a l'impression qu'il faut sans arrêt fournir la preuve qu'on a réellement accédé à la culture. Jacques Bouvresse, avant d'essayer de donner 2 ou 3 opportunités de réflexion sur la philosophie aux gens qui nous écoutent, quelques repères biographiques. Vous êtes amateur de séries noires, vous êtes amateur de polar, ce qu'on n'attend pas forcément de la part d'un professeur au Collège de France. Vous avez passé toute votre enfance entre Pontarlier et Besançon. Vous êtes né dans une famille de 9 enfants. 8 ont fait des études supérieures. Oui. Vous êtes né dans un milieu paysan, oui, dans un endroit où on parle du comté et pas du gruyère. On n'a pas le droit de l'appeler le gruyère. Comment est-ce qu'on peut expliquer que finalement dans cette famille paysanne, 8 enfants sur 9 aient fait des études supérieures ? Je pense qu'il y avait déjà c'était un peu une tradition, il y avait une tendance déjà chez mes grands-parents et même peut-être un peu avant à valoriser considérablement les choses intellectuelles. Aussi loin que je remonte dans mes souvenirs d'enfance, on avait une espèce de... On avait plus que du respect, presque de la vénération pour l'intellect, pour les valeurs intellectuelles. C'est peut-être... c'est une attitude qui n'est pas forcément très répandue dans le monde paysan, mais elle n'est pas non plus forcément aussi rare
qu'on le croit parfois. Mais enfin là, en tout cas, depuis ma plus petite enfance, j'ai été habitué à cette idée qu'il y avait là quelque chose qui était peut-être ce qu'il y avait de plus important. Avec un détour par le séminaire, vous avez failli être... Oui, j'ai voulu devenir prêtre. C'est pas du tout mes parents qui me l'avaient suggéré, et qui encore moins ont essayé de m'y contraindre. Rien de tel, c'était moi qui voulais. Oui, comme je le raconte dans le Philosophie réel, j'ai eu une période terriblement idéaliste où je trouvais le monde d'ici-bas, je veux dire la réalité ordinaire, extrêmement méprisable, et par conséquent, j'ai eu une période qu'on peut appeler de fuite. Une période extrêmement réactive de fuite du réel dans autre chose. Après, vous êtes revenu au réel à toute vitesse. Voilà. À toute vitesse, je sais pas, ça s'est fait assez lentement et peut-être assez difficilement, mais enfin, j'ai fini par le faire, oui. En même temps, le réel, il était là parce que dans les repères biographiques qu'on peut citer, il y a aussi la guerre des boutons, puisque vous êtes né dans le pays de la guerre des boutons. Oui, je suis né à une quinzaine de kilomètres de l'endroit où est censé se passer la guerre. Donc là, les rapports au réel, ils existent dans les bagarres entre... Oui, j'ai connu ce genre d'expérience que j'ai gardé les vaches. Donc on avait effectivement des bagarres avec les bergers des villages voisins. Et puis on parlait un langage qui est tout à fait celui des écoliers de Pergon. Viennent ensuite les études supérieures, vient Normal Sup. Vient un professeur d'allemand qui s'appelle Juquin, oui. Et c'est là où vous allez vous intéresser à des philosophes et à des anciens qui n'intéressaient pas forcément les philosophes qui vous enseignent à l'époque les rudiments de cette discipline, puisque à l'époque c'est le triomphe du structuralisme, de la psychanalyse, de Lacan, etc. Et toute la philosophie anglo-saxonne, la philosophie analytique et tout ce qui induit de la logique dans la philosophie était quelque chose qui était plutôt écarté. Oui, il y avait eu ce problème, il fallait véritablement réconcilier la philosophie française avec la philosophie anglo-saxonne. Oui. La doctrine, c'était qu'il n'y avait pas de philosophie dans les pays anglo-saxons. On ajoutait quelquefois qu'on avait remplacé la philosophie par la logique, en tout cas, ou qu'on ne s'occupait que de questions de langage. On ne s'occupait pas des questions importantes qui étaient à l'époque les questions politiques. Je ne dirais pas les questions morales, c'était vraiment les questions politiques. C'est seulement bien après que la morale est redevenue une chose essentielle, comme elle l'est en ce moment dans la philosophie. Donc, et il y avait même des gens qui pensaient que l'anglais n'était pas une langue philosophique. C'est une chose qu'on entend encore dire de temps en temps, mais quand même de moins en moins. Grosso modo, je dirais que là, le problème a fini par être résolu. Je pense au niveau des jeunes générations, tout le monde admet qu'il y a bel et bien une philosophie anglo-saxonne qui a eu dans la philosophie du XXe siècle. De grands philosophes Qu'est-ce qui vous attire dans la philosophie anglo-saxonne ? C'est sa rigueur ? À l'époque, au début, c'était ça. C'était le souci de la recherche de la clarté et de la précision, ou même de l'exactitude. Si vous voulez, à une époque où j'étais absolument exaspéré par la rhétorique qui nous était infligée. C'était les années 60. Donc, si vous voulez, je trouvais qu'une bonne partie de ce qui se disait et s'écrivait correspondait à ce que les philosophes analytiques auraient appelé de leur côté du non-sens. Vous avez cette phrase radicale, là encore. Il faut quelquefois très longtemps pour prendre enfin la décision de considérer qu'on n'a pas compris simplement parce qu'il n'y avait rien à comprendre. Il faut longtemps. Il faut longtemps, et ça se rattache d'ailleurs à ce que nous disions il y a quelques instants. C'est que, étant donné qu'au départ, surtout quand on sort d'un milieu comme le mien, on a tendance à faire des complexes, et quand on ne comprend pas, on se dit mais ça doit être parce que je ne suis pas assez intelligent, ou parce que je n'ai pas appris un nombre suffisant de choses. Et donc il faut du temps pour en arriver à se dire mais bon sang, peut-être que c'est que tout simplement il n'y a rien à comprendre. Et ce qui fait qu'en vieillissant, c'est une chose qu'on se permet quand même un peu plus facilement. Dieu merci, on se permet plus facilement de dire bon, ça je peux l'ignorer parce que même avec beaucoup d'efforts, je n'en tirerai rien. Par exemple, à l'époque, qu'est-ce qui vous heurte dans ce que disent les philosophes, dans ce qu'on dit de la philosophie ? J'avais des problèmes avec presque tout ce qui comptait à l'époque. Par exemple, je me suis trouvé à la rue d'Ul, au moment où il y avait Althusser et toute la grande équipe, qui était tous des esprits
remarquables, je veux dire Balibar, Macheret, Rancière, Duroux et d'autres. Alors j'étais en désaccord absolument total avec ça, je n'ai jamais réussi à prendre au sérieux l'idée que la philosophie puisse être ce qu'Althusser appelait de la lutte de classe dans la théorie. J'avais des difficultés à peu près aussi grandes avec Derrida, que j'ai eu aussi comme professeur. Donc, d'une certaine manière, c'est un peu la philosophie analytique qui m'a sauvé, parce que je crois que si j'étais pas tombé sur quelque chose de ce genre, il est très possible que j'aurais très bien pu abandonner la philosophie. Oui. Alors, est-ce qu'on peut clarifier des notions comme philosophie analytique, logique? Vous êtes un rationaliste sans système, dit Jean-Jacques Rosa. Oui, c'est assez vrai. Oui, alors ça, c'est déjà un gros problème, parce que la plupart des philosophes analytiques accordent une assez grande importance à l'argumentation, donc ils considèrent la philosophie comme une discipline argumentative où raisonner juste est une chose essentielle, et de même également être capable de démonter les raisonnements faux. Ça fait partie vraiment, je crois, du travail philosophique, et on peut dire que la réalité quotidienne nous fournit vraiment du travail. Si on voulait, en philosophe, si vous voulez, passer son temps tous les jours à essayer de démonter tous les raisonnements approximatifs ou erronés qui nous sont infligés, bon, on n'en finirait pas. Je veux dire, je n'ai pas d'inquiétude pour l'avenir de la philosophie, il y aura toujours du travail, il y en aura même de plus en plus. Mais que doit-elle aujourd'hui, selon vous, qu'est-ce que doit aller chercher la philosophie? Elle doit aller chercher du réel, et le réel, dites-vous, est sans doute beaucoup plus près qu'on imagine. Il est beaucoup plus accessible immédiatement qu'on imagine. Il n'y a pas besoin d'idéologie ou de grandes théories pour y accéder. Ça, vous avez raison d'insister sur cet aspect, oui, en ce qui me concerne, mais c'est lié... il est lié à ce qu'on appelle la philosophie du deuxième Wittgenstein, qu'on peut caractériser comme étant une espèce de retour à l'ordinaire. Les recherches philosophiques. À la réalité ordinaire, au langage ordinaire. Bon, le premier Wittgenstein, par contraste, correspond plutôt à ce qu'on appelait un philosophe du langage idéal, c'est-à-dire qui est à la recherche d'une langue qui serait exempte des défauts de la langue usuelle. Tandis que chez le deuxième Wittgenstein, la solution des problèmes philosophiques est obtenue invariablement, si vous voulez, par une espèce de retour à l'ordinaire qui est encore une chose très difficile à effectuer, à réaliser, parce qu'en philosophie, on doit toujours on doit faire cet effort contre une tendance naturelle qu'on a à vouloir faire exactement le contraire. Je pensais aux choses que dit Rosset, par exemple, à propos du réel. Je jetais un coup d'œil sur ce livre, et vous avez souligné un passage sur le réel où Rosset explique qu'il rapporte un échange qu'il a eu avec quelqu'un qui lui dit « Moi, le réel, je ne sais pas ce que ça veut dire, parce que pour moi, le réel, c'est toujours une construction intellectuelle. » Alors là, je suis entièrement de l'avis de Rosset. Je veux dire, ça, c'est très exactement la conception contre laquelle je n'ai pas cessé de réagir. Donc le réel existe indépendamment de la pensée. Bien sûr, le réel ne nous a pas attendus pour être là, et il n'est pas le résultat, comme les philosophes ont tendance à le croire, d'une construction. Finalement, c'est rassurant, parce que ce que vous prenez, c'est la simplicité. Alors, si on veut, oui, la simplicité, puis c'est, je crois aussi, disons que à partir de ce moment, j'ai déclaré une espèce de guerre à l'idéalisme, en général. Alors, ça peut sembler un petit peu difficile à comprendre, parce que on a tendance à penser que la philosophie et l'idéalisme, c'est un peu la même chose. Être philosophe, c'est être idéaliste, on pense à Platon et à bien d'autres philosophes. Et donc, moi, à partir de ce moment, j'ai vraiment éprouvé le besoin de réagir contre ça, ce qui d'ailleurs est allé de pair avec le fait que je me suis éloigné de la croyance religieuse, que j'ai pour finir abandonné complètement. Donc j'ai en effet suivi un mouvement qui m'a rapproché d'une solution des problèmes philosophiques qui est tout à fait différente de celle à laquelle on pense généralement, c'est-à-dire qui ne passe pas nécessairement pour la construction de théories. Vous êtes sans système. Alors, vous êtes sans système. Je ne sais pas s'il faut dire que je suis un sceptique, je pense que c'est ce que diraient certains, et ils considéreraient ça comme une appréciation négative, mais tant pis. Alors, je voulais vous montrer une photo, hein. C'est la photo du palais Stoneborough à Vienne, oui. Qui est un palais qui est la maison en fait de Madame Stoneborough Wittgenstein, qui est la sœur de Ludwig Wittgenstein, ce philosophe que vous avez complètement fait connaître en France au travers d'une dizaine d'ouvrages.
ouvrage, cette maison a été érigée en opposition à l'architecture classique viennoise, donc dans un dépouillement absolument total. Oui, on y sent l'influence de Loos, effectivement, que Wittgenstein Adolf Loos, qui était... Je l'ai visité. À plusieurs reprises. Et ce dépouillement, c'est aussi ce qui caractérise votre philosophie? Peut-être, je pousserai peut-être pas les choses jusqu'au degré extrême où Wittgenstein les a poussées, y compris dans la conception de cette maison. Mais c'est vrai que oui, je suis un partisan pas seulement de la clarté, mais également de la sobriété, y compris dans l'écriture. J'aurais un peu tendance à dire comme Stendhal que je conseillerais aux philosophes de lire de temps en temps le Code civil, ou de relire le Code civil et d'essayer d'écrire un peu de cette façon-là. Or, c'est pas du tout à ça que j'avais été habitué dans ma jeunesse. Dans ma jeunesse, l'idée c'était qu'un philosophe devait d'abord être un écrivain. Et je ne pensais pas du tout ça. Je pensais que la façon d'écrire en philosophie devait être assez indifférente à partir du moment où on avait quelque chose à dire. Je pensais qu'il y avait que le contenu qui comptait. J'avais tort parce qu'on ne peut pas de cette façon, je pense plus ça maintenant. Mais à l'époque, j'étais dans une période complètement réactive. Donc je me méfiais terriblement des philosophes et écrivains. Ce que vous dites à propos de Wittgenstein, vous dites Wittgenstein demande en substance d'où vient qu'en philosophie nous sommes toujours tentés de croire que les choses qui vont de soi, qui s'imposent à nous immédiatement, ne sont pas les vraies et que la réalité doit toujours être ailleurs. Oui, je crois que ça correspond assez bien à ce que Rosset appelait le principe de réalité suffisante. C'est un des points sur lesquels il n'y a pas que celui-là, il y en a d'autres. Sur lesquels je me sens assez proche de Rosset. Il y en a un autre qui est que je trouve que les philosophes sont de façon générale beaucoup trop sérieux. Et que, pourtant, vous vous décrivez là, parce qu'on pense que vous êtes très sérieux. Oui, on me considère sans doute comme moi-même comme trop sérieux. Oui, je le regrette. J'essaie quand même de temps à autre de faire preuve sinon d'humour, du moins d'ironie. Et je trouve ça essentiel. Il est très possible d'ailleurs qu'on prenne les grands philosophes du passé pour beaucoup plus sérieux qu'ils n'étaient en réalité. Vous savez, comme dit Pascal à propos de Platon et d'Aristote, il dit on se les imagine comme des gens tristes et sérieux, mais en réalité, toutes ces grandes théories qu'ils construisaient, peut-être qu'au fond, ils avaient surtout envie de rire un peu avec leurs amis. Dans vos références, 20 ans de travail donc, sur Wittgenstein, il y a également Robert Musil, L'homme sans qualité, il y a Lichtenberg, Frege. Qui est une de mes références. Qui sont vraies. Et Robert Musil, c'est un romancier, Musil. C'est un romancier et un penseur. Non, moi je le qualifierais sans hésiter de philosophe. C'est-à-dire, il y a des gens qu'on n'a peut-être pas l'habitude de classer dans la catégorie des philosophes, mais qu'on devrait classer dans cette catégorie-là. Le philosophe et l'écrivain. Bouzy est un des rares à être à la fois un écrivain de tout premier ordre, parce qu'évidemment c'est un écrivain extraordinaire, et aussi également un penseur de tout premier ordre. C'est une combinaison qui est suffisamment rare pour que, quand elle existe, on la souligne. Sur le réel, justement... Et alors, puisqu'on parlait de la drôlerie, il y a chez Musil, par moments, une puissance comique extraordinaire. Le passage, par exemple, du général Stumm von Bordwehr sur la Bibliothèque nationale, il y a des chapitres où on est littéralement plié en deux de rire. Mais en revanche, qu'est-ce que ça nous dit de la philosophie de la vie ? Cet homme moyen, cet homme écartelé entre sa liberté singulière et la statistique qu'il fait que systématiquement il s'inscrira dans une moyenne. Alors c'est tout le problème que Musil a voulu poser, le problème de est-ce qu'il peut encore exister quelque chose qui correspondrait à ce qu'on appelait autrefois la personnalité, puisque l'être humain la actuel, mort du sujet. Ce sont des problèmes dont j'ai discuté souvent avec Bourdieu. Quand vous additionnez tout ce que les sciences humaines sont capables de vous dire, c'est votre propre cas, vous vous demandez si vous existez encore en tant que personnalité. Dieu sait si on a reproché à Bourdieu de professer une espèce de déterminisme sociologique qui ne laisse plus aucune place pour ce qu'on aimerait pouvoir continuer à appeler la personne avec sa liberté de choix, d'invention, etc. Donc Musil a été aux prises avec presque, d'une façon ou d'une autre, presque tous les problèmes philosophiques qui sont maintenant à l'ordre du jour, à commencer par celui-là. La dimension schizoïde. Effectivement, il y a aussi un problème qui pour moi a toujours été central, c'est si vous voulez,
l'espèce de divorce qu'il y a aujourd'hui de plus en plus grand entre la représentation que la science nous donne de ce que nous sommes. Et là, on peut prendre qu'il s'agisse des sciences exactes, on peut appeler ça des sciences exactes, je veux dire les sciences biologiques ou des sciences comme la sociologie, la psychologie, la psychanalyse, etc. Il y a un divorce de plus en plus grand entre ce que nous croyons être ou ce que nous aimerions être et puis ce que la science nous dit que nous sommes. Si on veut bien croire ce qu'elle dit. Et ça, c'est au centre des réflexions de Mouzil. Une question sur la philosophie. Vous dites qu'aujourd'hui, il faut reprofessionnaliser la philosophie. Qu'est-ce que ça dit ? Ben là, j'ai dit ça, c'était un peu en réaction contre un discours qu'on entendait beaucoup à l'époque, qui consistait à soutenir que la philosophie vivante, la philosophie un peu vivante et importante, ne se faisait pas du tout dans les universités, mais plutôt, si vous voulez, dans les journaux et à la télévision. Il y a spécialement en France un divorce qui est assez profond entre deux philosophies ou deux façons de concevoir la philosophie. Il y a d'un côté ce qu'on appelle la philosophie académique, celui qui est érudite, sérieuse, on la considère généralement comme ennuyeuse. Quand on dit dans les journaux quand les journaux disent d'un livre, par exemple d'un des biens, qu'il est universitaire, c'est pas un compliment. Ça veut dire en général que c'est un livre probablement très savant, mais bon, qui mérite pas particulièrement d'être lu. Et puis de l'autre côté, il y aurait donc, si vous voulez, la philosophie qui traite des vrais problèmes, qui est capable de s'adresser directement aux gens ordinaires. C'est en particulier celle qui se fait à la télévision. Alors bon, là vous êtes entre les deux là. Alors là, je dois être effectivement quelque part entre les deux. Vous avez raison. Vous avez raison. Mais vous voyez, nous sommes aujourd'hui de plus en plus, nous autres philosophes, soumis à cette espèce d'obligation d'être capables de nous adresser directement au public profane, de le persuader que les problèmes dont nous parlons sont ses problèmes, qu'il est capable qu'il peut tout à fait comprendre ce que nous avons à dire. Vous n'êtes pas d'accord avec ça ? Disons que c'est à la fois vrai et faux, si vous voulez. Par exemple, quand vous êtes professeur, vous avez votre cours magistral et en même temps, vous privilégiez une forme de contact avec les étudiants qui est à la cafétéria. Donc il y a une volonté d'aller au-delà d'une pédagogie formelle. Ah, tout à fait. Je ne considère pas que, si vous voulez, la seule façon de faire de la philosophie soit celle qui consiste à faire un cours au Collège de France. Je pense, si vous voulez, en toute modestie, être capable de faire de la philosophie à peu près avec tout le monde, y compris avec les enfants. Il m'arrive d'en faire. J'aime beaucoup ça. Et c'est tout à fait possible, hein. Mais il faut se rendre compte que c'est terriblement difficile. Il y a des devoirs par rapport à la philosophie. Exactement. Moi, je suis allé une fois parler à des élèves d'un collège à Besançon, donc il s'agissait de garçons et de filles qui avaient, je ne sais pas, 14-15 ans. Je trouve ça bien plus difficile que de faire un cours au Collège de France. Bien plus difficile. C'est tout à fait faisable. Ce qui me gêne, c'est qu'on a tendance à croire au contraire que ça doit être beaucoup plus facile et que si les gens comme nous ne le font pas ou ne le font pas plus souvent, c'est parce qu'ils ne veulent pas le faire. Hein. Mais c'est pas du tout ça. C'est pas du tout ça. Alors, je voulais vous faire écouter, avant de vous poser la dernière question sur votre dernier essai, qui est une critique radicale de la presse au travers d'un regard que vous jetez sur le travail de Karl Kraus. Je voulais vous proposer un extrait de l'émission des mots de minuit de mars 2003, dans laquelle nous avons invité Éric Nolot, qui est un éditeur, L'Esprit des Péninsules, et où il revient sur un livre qui s'appelle Petit déjeuner chez Tyrannie, où il explique je l'ai lu. Comment il s'est opposé au Monde et à cette presse de référence, lui petit éditeur, et la violence de la polémique qui s'en est suivie. Il évoque deux problèmes, c'est la confusion des valeurs et la nécessité de citer des noms, comme le fait Karl Kraus dans le livre dont on va parler dans une seconde. Éric Nolot. Vous dites incontestablement ce sont les gros et moi je suis le petit. C'est pas si incontestable que ça parce qu'on est dans une époque de confusion des valeurs où ce sont les notables qui se font passer pour les rebelles et les puissants qui se font passer pour les opprimés. Donc c'est pas si incontestable que ça. Donc vous êtes le puissant. Oui, c'est ce que... Quand j'ai publié La littérature sans estomac de Pierre Jourde, Josiane Savigno, donc la rédactrice en chef du Monde des Livres, m'a dit très sérieusement que je représentais l'establishment. Donc moi, effectivement, 130 titres publiés dans une petite maison d'édition Ledru-Rollin, au lieu germano-pratin, hein, pour ceux qui ne sont pas très familiers de la géographie parisienne, voilà, c'est près de la Bastille, je représente l'establishment. Donc ça, c'est la première chose, c'est une confusion des valeurs totales. Surtout, vous argumentez beaucoup. Oui.
c'est pas, voilà, on ne sait pas où le classer, ce livre. Est-ce que c'est un pamphlet? Oui, parce que c'est une attaque assez directe. Vous avez cité des noms parce qu'il faut cesser de croire que ce système culturel est comme ça quelque chose d'éthéré qui repose en l'air. Il est incarné par des personnes qui répondent de leurs actes, et dans le livre, ils doivent répondre de leurs paroles. Qui, encore une fois, ces personnes ne contestent pas ce qu'elles ont dit ou ce qu'elles ont fait. Alors voilà un éditeur qui se pose contre cette institution qu'est le monde des livres, contre Solers notamment, que vous avez le prince de la grande truanderie, c'est une de vos expressions. Oui. Alors on en vient à la radicalité de votre attaque contre les journalistes au travers de cet essai publié au Seuil qui s'appelle Schmock ou le triomphe du journalisme, la grande bataille de Karl Kraus. Et Karl Kraus, c'est cet homme qui, pendant 37 ans, me semble-t-il, a publié, a été son propre éditeur d'ailleurs, quand il s'est aperçu qu'il fallait son indépendance financière pour asseoir sa crédibilité, a publié Die Fackel, qui est le flambeau, et qui est en fait une attaque quotidienne pendant 37 ans de ce que faisait la presse autrichienne, et une attaque du monde des journalistes, de la collusion avec les empires financiers et bancaires. Et vous reprenez les théories de Kraus et ses attaques pour dire qu'aujourd'hui, finalement, il n'a été que précurseur de ce qui arrive aujourd'hui. Oui, on pourrait avoir le sentiment qu'il a exagéré, et même considérablement exagéré, mais il y a toute une série d'éléments qui font que on s'aperçoit qu'au fond, il a peut-être décrit de façon assez réaliste ce qui est en train de nous arriver. La confirmation de ça, c'est l'accumulation de livres critiques, dont certains contiennent des critiques presque aussi virulentes que celles de Kraus, qui viennent de paraître. Il y a eu le livre de Daniel Carton, bien entendu Seehoff, le livre que vous mentionniez, Petit déjeuner chez Tyrannie, le livre de Christophe Ruffin sur les écoles de journalisme. Sur le formatage dans les écoles de journalisme. Les petits soldats du journalisme. Et puis évidemment, le livre de Péan et Cohen, contre le monde. Or, quand on lit les livres de ce genre, en particulier celui de Péan et Cohen, on se dit qu'il n'y a presque rien à changer à ce que disait Kraus. Il suffit de changer les noms, un tout petit peu les situations, et vous apercevez que à peu près toutes les critiques qu'il avait formulées contre la presse et tous les dangers contre lesquels il nous avait mis en garde sont bel et bien là. Ce livre qui n'est pas du tout universitaire, donc qu'on conseille à tout le monde de lire, contient notamment ceci. Une fois de plus, le moyen finit par prendre définitivement le pas sur la fin. C'est le développement des techniques modernes et du marché de la communication qui exigeait, qui a engendré comme justification ce concept d'une liberté de dire et d'un droit de savoir érigé en absolu, qui n'admettent pas de limites et ne reconnaissent plus comme supérieures aucune des valeurs fondamentales que l'on pourrait encore être tenté d'opposer à leurs prétentions et à leur appétit. Ce qui compte désormais n'est pas ce que veut le public et même pas non plus ce que veulent les journalistes, car le processus dont il s'agit n'obéit probablement déjà plus à aucune volonté réelle, mais ce que peut la technique et ce que décide le marché. Oui, c'est tout le problème. Et en plus, on a l'image aujourd'hui. Voilà. Alors Kraus, lui, parlait essentiellement de la presse écrite, il a connu aussi un petit peu la radio, mais il faudrait évidemment ajouter à ça maintenant la télévision. Et alors le problème qui est posé dans ce passage, c'est tout le problème de l'information et de la liberté d'information. L'information est devenue évidemment une marchandise, au même titre que désormais presque tout. Et le lecteur de journaux ou le spectateur de la télévision est un consommateur d'une certaine sorte. Tout simplement, il consomme de l'information ou de la communication. Et tout ça obéit à une logique qui est essentiellement celle du marché. C'est ce que Kraus avait déjà très bien compris. Il voyait la presse comme une sorte d'auxiliaire, si vous voulez, indispensable dans le système du marché. Au début du XXe siècle. Il y a cette phrase « Dieu a créé le consommateur » et il a fini par créer le consommateur de nouvelles. Mais ça n'est qu'un consommateur. Il insiste notamment sur la presse qui crée... Enfin, ces accusations consistent à dire que la presse crée la guerre 14
14, en tout cas. Alors, il pensait que la presse a joué un rôle décisif. Et dans le nazisme. Tout à fait. Aussi. Et remarquez que là aussi, les choses n'ont pas tellement changé. Vous voyez, par exemple, la façon dont l'empire de presse, un empire de presse comme celui de Rupert Murdoch s'est engagé dans le conflit irakien. C'est-à-dire, on s'aperçoit qu'une fois de plus, la presse ne joue pas du tout, se tient pas du tout dans le rôle du spectateur, comme elle essaie de le faire croire, mais intervient de façon tout à fait directe. Vous reprenez les accusations de Cross, vous dites qu'aujourd'hui, en France, bon, il n'y a pas d'ordre qui pourrait sanctionner, il n'y a plus de sanctions, donc ce pouvoir est un pouvoir sans limite, un pouvoir symbolique sans limite. J'ai une dernière question à vous poser. Où est le lieu citoyen ? Autrement dit, où est le lieu où une information peut être donnée et reçue sans qu'il y ait cette critique fondamentale qui, de votre point de vue, est nécessaire parce qu'on a atteint des sommets? Où est le lieu où peut encore s'établir une information qui serait un échange entre un informateur citoyen et un récepteur citoyen? Selon vous, c'est où aujourd'hui? C'est la question que je me pose. Je n'ai pas véritablement de réponse. Il peut y avoir des... Enfin, il y a des gens Je rencontre des gens qui font preuve d'un optimisme relatif, qui pensent que, par exemple, que les journaux deviennent de plus en plus sensibles à la critique de leurs lecteurs. Je suis un peu sceptique. Il y a des médiateurs. Il y a des médiateurs. Bon, alors on publie quelques lettres de protestation. Pas suffisant. Pour moi, c'est pas suffisant. C'est-à-dire, la question que je me pose, c'est est-ce qu'il existe un véritable contre-pouvoir au pouvoir journalistique? Par exemple, j'étais assez surpris du sous-titre que Péan et Cohen ont choisi pour leur livre. Ils l'ont intitulé Du contre-pouvoir à l'abus de pouvoir. Mais le monde a toujours été un pouvoir, au moins autant qu'un contre-pouvoir. Je veux dire, il ne faut pas oublier qu'il y a un pouvoir de la presse qui est un pouvoir extraordinaire et pour lequel il n'existe peut-être pas actuellement de contre-pouvoir adapté. Félix, je vais vous demander ce que vous avez entendu de ce qu'a dit Jacques Bouvresse quand je vous aurai lu ceci du philosophe. Le satiriste est peu sensible aux aspects positifs que peut comporter également la situation, ne se préoccupe guère du respect des nuances et des petites différences, mais quand la réalité finit par rattraper la description, la critique ressemble beaucoup plus à ce qu'elle était censée être, à savoir une interrogation légitime et indispensable sur l'avenir, qu'à une simple condamnation du présent au nom des valeurs et des idéaux du passé. C'est presque une Bouvresse attitude, là, je trouve. Tout à fait, c'est un résumé. Qu'avez-vous entendu de ce qu'a dit Jacques Bouvresse? Moi, ce que je regrette, c'est que l'époque où nous vivons ne produise pas autant de philosophes pour pouvoir réguler un peu les folies de l'époque, parce que nous avons tous besoin de trublions entre parenthèses de la pensée pour pouvoir la remettre en phase. Et à un décalage près d'âge, j'ai vécu un peu la même situation, puisque je viens d'un milieu pauvre, aussi de la campagne, vers la ville. Je suis rentré à l'âge de 8 ans à l'école. Et j'ai vécu, on était 7 dans la famille, ils ont tous fait aussi des études. Il y avait une fascination énorme pour la connaissance, pour la promotion par l'école, par le savoir. Et donc je retrouve un peu le cheminement de ça. Et quand on arrive à la satire, quelque part, nous, les humoristes, nous sommes des philosophes ludiques. On essaye de trouver dans les déséquilibres de la société, dans les brèches, dans le grotesque, dans le grossier, de la matière pour essayer de rendre une philosophie. Et vous avez eu le même désappointement quand vous vous êtes frotté aux réalités, c'est-à-dire arrivant d'un milieu populaire par rapport à ce que vous connaissiez du monde des artistes, etc. Non, comme Jacques Bouvresse arrivant à Paris et découvrant que finalement chez les philosophes c'est quand même la foire d'empoigne et... Moi non, je suis resté toujours dans évidemment je n'ai pas la connaissance et la profondeur d'analyse et de regard de M. Bouvresse, de Jacques Bouvresse, mais moi je suis resté plutôt toujours dans la fascination d'abord des philosophes, parce que pour moi la philosophie est une espèce de vertige de la pensée, du jeu et de l'écartement et de gagner des libertés, des espaces sur la pensée. Donc je suis resté toujours comme un petit enfant devant la philosophie et devant les philosophes. Et je reste comme un observateur fasciné de ce recul de la pensée, de recul des espaces d'oppression.